Alors du coup, ah oui, voilà, c'est ça, ok. Alors, qui suis-je? Je suis formatrice. D'un côté, je suis formatrice et coach. J'interviens en entreprise pour accompagner des personnes à mieux communiquer, mieux se connaître, gérer ses équipes, gérer l'aspect commercial, gestion de temps, de stress, apprivoiser ses émotions. Et d'autre côté, j'ai la casquette de formatrice de formateur. Donc, j'interviens dans j'accompagne des professionnels comme vous pour des formations de formateurs et aussi sur l'aspect concevoir et animer des formations à distance. Et en même temps, je fais des certifications pour les modèles de personnalité DISC Persologue et le modèle de gestion de stress Persologue. D'ailleurs, je profite pour faire une toute petite parenthèse. Si jamais vous êtes à la recherche d'un modèle de personnalité pour l'intégrer dans votre activité, la semaine prochaine, nous allons faire une petite découverte, le modèle que nous proposons. C'est gratuit, c'est toujours en ligne, donc le jeudi prochain à 17h30. Si vous êtes intéressé, faites-moi un petit signe et je vais vous envoyer le lien pour vous inscrire. Parenthèse fermée. Si vous vous demandez d'où ce petit accent il vient de Roumanie. Cela fait 3 ans que je me suis installée en France. Donc, cela étant dit, il est très, très possible que ça m'arrive de vous regarder de temps en temps comme un petit chien. Ça veut dire d'un regard intelligent, mais avec une petite difficulté de trouver mes mots. Donc, n'hésitez pas de m'interrompre si je ne suis pas suffisamment claire, de me corriger si je dis des bêtises, et ça va m'aider vraiment. Pour qu'on puisse tous profiter au maximum de cette session, je vous propose quelques petits aspects. Les caméras. Ça me ferait vraiment plaisir de vous voir. Donc, si vous n'avez pas activé encore vos caméras. S'il vous plaît. Oui. Est-ce que les personnes peuvent couper? En fait, moi, je suis malentendante, je suis implantée. En fait, là, il y a plein de parasites. J'entends des coups de marteau ou je sais pas quoi. Et du coup, je n'arrive pas à entendre ce que vous dites. Il y a plein, on est plein à l'avoir dit, mais la personne ne coupe toujours pas. Et du coup, moi, j'entends plus rien, quoi, en fait. Alors, est-ce qu'on peut désactiver? C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, si d'un côté, je vous demande la faveur d'activer vos caméras, en ce qui concerne les micros, désactivez-les si il n'y a rien à dire et dès que vous voulez intervenir, faites-le. Ne me laissez pas surtout aller dans un discours. J'aimerais que vous participiez, qu'on fasse cette session ensemble, donc que ce ne soit pas quelque chose de descendant. Et alors, tout ce qui est questions et partage, gardez-les toujours en. Faites-les venir au fil de l'eau. Si vous les mettez sur le chat et que je ne vois pas tout de suite, comme je disais, n'hésitez pas d'activer vos micros et de poser vos questions. Et en ce qui concerne le multitasking, par contre, celui-ci, on le veut désactiver. Je sais que vous êtes très occupés, je sais que vous avez beaucoup de choses à faire à la fois. En même temps, je vous assure que pendant 1h30 que cette intervention va durer, elles vont rester là et tout ce que vous avez à faire, vous allez les trouver dans le même état. Alors, j'aimerais savoir un tout petit peu où vous en êtes en ce qui concerne l'apprentissage en digital. Voilà pourquoi je vais vous proposer un petit sondage que vous devriez voir normalement déjà sur votre écran. Il n'y a que 2 questions. Avez-vous déjà animé des formations en ligne? Et quelle plateforme avez-vous déjà utilisée? Ce qui m'intéresse, c'est plutôt en tant que formateur, en tant qu'intervenant et pas nécessairement en tant que participant.
Ah si, si, si. J'ai essayé. Pendant que vous répondez, je vois que 28 d'entre vous, vous avez répondu depuis 46. Donc, on laisse un tout petit peu. Et pendant que vous répondez, je vais profiter de réitérer ma petite demande. Si vous pouvez activer vos caméras, ça me fera plaisir de vous voir. En même temps, je comprends aussi que vous n'avez pas fini votre maquillage, hein, surtout les garçons. Okay. J'espère que ceux qui ont eu l'intention de répondre ont pu répondre déjà. Et alors, on va l'arrêter et partager les résultats avec vous. On voit qu'on a pas mal de débutants. En même temps aussi quelques personnes qui nous disent que vous vous débrouillez assez bien et que quelques-unes qui disent que c'est aussi votre quotidien. Donc, je vais me baser sur vous pour que vous participiez et vous interveniez avec votre expertise. Et on voit aussi que le Zoom qui est suivi par le Teams sont les plus utilisés des outils. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et on continue. Alors, sur quoi on va se concentrer aujourd'hui? Vous savez déjà qu'en ce qui concerne les interventions en ligne, il y a plusieurs types d'interventions. Donc, on a d'un côté les interventions de type coaching, que ce soit individuel, coaching d'équipe, les webinaires, les masterclass, les tutoriels, les formations. De toute cette liste, on va se concentrer aujourd'hui seulement sur l'aspect formation. Ensuite, même la formation, elle est de plusieurs types. On parle d'un côté de la formation en ligne asynchrone. Ça veut dire quand le matériel il est préparé en amont, il est enregistré et il est sur une plateforme sur laquelle les apprenants peuvent venir et avoir l'accès quand ils désirent. Comme quelques exemples de plateformes asynchrones sont LinkedIn Learning, Coursera, il y a vraiment beaucoup. Et il y a d'autre côté la formation en ligne synchrone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les apprenants et le formateur sont en même temps en ligne connectés et les apprenants vont avoir accès au formateur pour poser des questions. Mais l'animateur peut intervenir à tout moment. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur la formation en ligne synchrone. Qu'est-ce que nous allons aborder concrètement? On va voir, moi et la formation digitale, quelle est la relation qu'on a chacun d'entre nous avec la formation digitale, en quoi l'expérience en ligne est-elle différente et quelques astuces pour pouvoir s'adapter. Quelques plateformes, quelques outils disponibles, comment assurer l'interactivité dans la formation à distance et bien sûr, comme je disais, il y a de la place pour des questions et des réponses. Laissez-les venir, comme je disais, au fil de l'eau. Alors, comme approche, ce qu'on va faire va être d'essayer de faire toujours d'une pierre deux coups. Ça veut dire quoi? Je vais introduire quelques idées, quelques concepts et à la fois, on peut voir comment on peut utiliser l'outil Zoom pour mettre en place tout ce qui est interactivité. Alors, la première chose qu'on va faire va être d'utiliser l'outil annotation. Et ce que vous allez faire va être de mettre une intention sur
pour cette intervention sur mon écran. Comment on va le faire? En haut de votre écran, normalement, vous devez voir une petite barre verte avec You are viewing Catalina Mariusa Screen. Juste à côté, il y a, si vous l'avez en anglais, View Options, si vous l'avez en français, option d'affichage. Vous pouvez faire dérouler la liste jusqu'à ce que vous cherchez l'option Annoter. Dès que vous avez fait ça, alors il y a une petite barre à outils qui s'ouvre et d'ici vous pouvez choisir l'outil texte, l'outil dessiné si vous êtes vraiment très fort et si vous voulez ne pas être comme tous les autres, alors vous pouvez choisir dans l'option format la couleur dans laquelle vous voulez écrire ou dessiner. Alors, vérifions si vous avez trouvé ce qu'il est nécessaire. Dès que vous l'avez fait, alors tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire sur mon écran quelle est votre intention pour cette session. Avec quoi désirez-vous repartir après cette session? Et voilà, ça va être gentil de votre part de laisser de la place pour les autres aussi. Donc, peut-être que l'outil texte va être un peu plus simple à utiliser déjà. Catalina, on est plusieurs que cette option, on ne la voit pas dans les options d'affichage. On n'a pas annotation. Vous n'avez pas annotation. Qu'est-ce que vous avez en option d'affichage? Quand je clique sur l'option d'affichage, je ne sais pas comme les autres, j'ai seulement adapté à la fenêtre, format original et demander le contrôle à distance. J'ai seulement 3 options. Est-ce que vous êtes sur un ordinateur? Pas sur une tablette, pas sur un téléphone? Non, sur un laptop. Oui, sur un ordinateur. C'est un ordinateur. Alors, je ne comprends pas. Peut-être qu'il faut aller un peu plus tard voir dans votre compte en ligne si l'option annotation elle est activée. Sinon, je m'excuse, Catalina. Est-ce que c'est possible que c'est dû au fait que j'utilise la version client web? Oui, j'aurais pu commencer par ça, effectivement. Si l'application n'est pas téléchargée, il y a des options alors qui manquent. Donc, il est nécessaire de télécharger l'application Zoom pour avoir accès à toutes les options. OK, donc moi, ce que je vais faire, je vais me déconnecter, reconnecter. Ou sinon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y aura plusieurs autres options qu'on aura besoin ou non? Il est possible, effectivement, si vous pouvez le faire, oui, c'est pas mal. On utilisera aussi les courbes de partage. Merci. Parfait, merci. Alors, astuces pour dynamiser, astuces, avoir les bons astuces, savoir motiver les équipes, c'est une intention géniale, mais pas pour aujourd'hui, désolé. Par contre, on peut faire un atelier sur ce thème aussi. Passer des formations, avoir une nouvelle clé, des moyens de créer les interactions. Merci pour tous les petits cœurs. Moi, ce que je comprends, que c'est pour moi, donc je les prends, merci. Savoir comment donner envie à l'apprenant de rester en ligne, découverte de l'approche, passer une formation présentielle. Si je comprends bien ce que c'est écrit, alors comme je disais aujourd'hui, on va se concentrer sur le distanciel, mais si c'est le présentiel qui vous intéresse, on peut en parler après. Plus de pratique, hein, astuces. Merci beaucoup de nouveau d'avoir joué le jeu. Alors, voyons quand je décide qu'on va continuer. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, dès que je passe, ok, je profite un tout petit peu pour désactiver les micros parce que je vois qu'il y a quand même des petits bruits et on continue juste après.
OK. Alors, comme je disais, dès que je décide de continuer, vous pouvez voir que même si je suis passée à un autre slide, tout ce que vous avez écrit nous accompagne. Pourquoi ça arrive? Parce qu'en fait, vos annotations, ce que vous avez écrit, c'est mis sur mon écran. Ce qui fait que même si je change de slide, tout ça vient avec nous. Alors, qu'est-ce qui est nécessaire de faire? La première chose, ça va être de sauvegarder tous vos beaux œuvres d'art. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais effacer, dès que je me suis assurée que c'est sauvegardé, je vais effacer le tout. Et vous faites comment pour sauvegarder tout ça? Juste un petit instant, je vous montre tout de suite dès que je le fais. Oui, Catalina, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, couper les micros organisateurs? Bien sûr, tout de suite. Alors, comment je le fais? Donc, la première chose, essayez de nouveau de réécrire. Est-ce que ça marche? Non. Pourquoi? Parce que dès qu'on a décidé qu'on passe à une autre activité, la première chose à faire, c'est déjà de révoquer le droit d'annoter. On trouve ça dès qu'on est animateur. Maintenant, si vous le cherchez, vous n'allez pas le trouver. Mais parce que vous avez le statut de participant cette fois-ci. Mais dès que vous êtes animateur, vous appuyez sur la petite barre à outils en bas, sur plus, et vous allez trouver l'option révoquer le droit d'annoter. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que même sans que ce soit avec une mauvaise intention, dès qu'on passe à autre chose, si vous voulez quand même dessiner quelque chose ou si vous ne vous rendez pas compte que vous êtes toujours sur mon écran, je peux me retrouver avec des petits cœurs, même si on est passé à autre chose. Ensuite, pour sauvegarder, on appuie sur l'option Annoter. De nouveau, la barre à outils qui appartient à Annoter s'ouvre. Et quand on a le statut d'animateur, juste à la fin, vous voyez qu'il y a les options sauvegarder et effacer. Save and clear si vous l'avez en anglais. Dès qu'on le sauvegarde, il se met automatiquement dans tout ce qui est dossier Zoom. Et c'est comme ça qu'on va le trouver. Si on veut être vraiment sûr, moi, ce que je fais d'habitude, est que je fais aussi une capture d'écran. Et comme ça, je sais j'ai 2 chances de trouver mon document. Et à la fin, j'ai effacé le tout. Donc, voilà la manière d'utiliser les annotations. On peut, en tout ce qui est facilitation en groupe large, on peut utiliser à la fois le tableau blanc. Tout ce qu'on a à faire pour cela, c'est de partager l'écran en format tableau blanc. Et dans le tableau blanc, de nouveau, on peut inviter les apprenants à faire des annotations. Donc, d'un côté, nous, en tant que formateurs, on peut faire des annotations. Et sinon, on peut inviter les apprenants à faire des annotations. Est-ce que j'ai été suffisamment claire? Vous pouvez utiliser aussi les réactions de Zoom dans la barre à outils. Vous avez les réactions. Vous pouvez me montrer un petit pouce ou sinon, vous pouvez lever les mains aussi. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, quand on passe en digital, beaucoup de fois, on se dit qu'apprendre un petit outil genre Zoom, ça suffit. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. C'est vraiment un sacré boulot pour citer les participants de la dernière formation que j'ai tenue sur ce sujet. Ça ne suppose pas exactement passer en digital.
D'un côté, ça signifie la maîtrise des outils. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai dit des outils et pas seulement d'un outil. Ça veut dire quoi? Il est nécessaire d'identifier les outils qui correspondent le mieux à ses objectifs d'apprentissage, à son client, à son style. Et quand je dis qu'il est nécessaire d'avoir plusieurs outils. D'un côté, il est nécessaire d'avoir un outil visuel, comme c'est le Zoom sur lequel on est maintenant. Ensuite, de trouver des outils pour chaque petite étape de la formation. Tout ce qui est identifier les besoins, animer concrètement en amenant toujours des activités nouvelles, faire l'évaluation, analyser le degré de satisfaction. Tout cela va nécessiter des outils différents. Et d'un côté, la bonne chose est qu'on a beaucoup d'outils. La mauvaise chose est qu'on a vraiment beaucoup d'outils. Donc, la première chose à faire va être d'identifier ce qui est bon pour nous et aussi de s'outiller suffisamment pour pouvoir assurer des interventions chez des clients différents. Pourquoi je dis cela? Plus un client il est grand, plus il aura des contraintes par rapport à ce qui est permis ou pas au sein de l'entreprise. Exemple concret, je viens d'animer une formation il y a quelques jours avec un gros client. J'utilise fréquemment Google Slides. Pourquoi? Parce que ça permet de travailler à la fois en petit groupe. Chez eux, ce n'était pas permis. Donc, l'idée de se dire, moi, j'ai déniché un petit outil et c'est magique, pour moi, ça va, ça ne suffit pas. Il est nécessaire d'amener aussi le client dans cette équation et d'avoir plusieurs outils à la portée de main pour être capable d'assurer pour le même objectif pour des clients différents. Ensuite, il est nécessaire de transformer le contenu. Quand je dis le transformer, si on s'imagine comme on met exactement le même contenu qu'on a en présentiel et qu'on ne fait que parler en distanciel, on est un peu mal barré. Ça ne fonctionne pas. Donc, il est nécessaire d'un côté de revoir le contenu lui-même, le séquençage et les activités, de les transformer complètement. Un exemple concret, j'utilise beaucoup de photolangage en présentiel. J'utilise beaucoup d'activités très pratiques avec des trucs genre du Lego. Ça ne va pas plus être possible en distanciel. Alors, il sera nécessaire de revenir à l'objectif d'apprentissage qu'on a et de transformer le tout. Changer de posture, ça veut dire quoi? Il est nécessaire de réapprendre à animer tout en tenant compte des spécificités du distanciel et à la fois des besoins des apprenants dérivés de leur style d'apprentissage, des canaux qu'ils utilisent pour recevoir et intégrer l'information visuelle, auditive, kinesthésique, et voir comment on peut faire tout cela de nouveau en distanciel. Et en dernier lieu, gagner en efficacité, surtout si on est un organisme de formation, parce que ce n'est pas une surprise, la France reste un pays assez administratif, donc il est nécessaire de transférer le process entier avec tout ce qui est la relation avec la directe, avec les OPCO, avec le client, avec les apprenants, mais sans avoir besoin d'avoir un salarié qui ne fait que ça, parce que ça devient plus efficace. Le moment où on fait plus d'administratif que de formation, alors il y a quelque chose à changer, forcément il y a quelque chose à changer. Donc en bref, passer au digital, c'est adapter son procès entier de formation et pas seulement apprendre à utiliser Zoom ou Teams. C'est vraiment au-delà de cela. Et dans ce sens-là, j'ai conçu une formation qui passe par tout ce procès dont l'intervention d'aujourd'hui va être un aperçu de ce qui se passe dans la formation entière. Alors, par quoi on démarre concrètement?
je vous propose qu'on démarre par réfléchir un tout petit peu à la relation qu'on a avec le digital. Qu'est-ce que je veux dire par cela? La première question que je vous propose qu'on se pose tous est quel est mon style en tant que formateur? Et la question qui en dérive, quels sont mes besoins en tant que formateur? Pourquoi cette question? Parce que ce n'est pas une nouveauté, vous êtes déjà des animateurs, des formateurs, donc vous savez que quand on anime, quand on intervient, il est nécessaire que tout ce qui est énergie, ça vient de nous. À un certain moment, bien sûr que ça circule et bien sûr qu'on s'alimente avec l'énergie des apprenants, mais dans un premier temps, ça doit partir de nous. Et si on n'a pas conscience de nos besoins, alors il est très possible qu'on ne trouve pas cette énergie pour pouvoir la donner. Et ensuite, on se pose la question, comment faire pour faire que mes apprenants soient intéressés? Ça va être très difficile qu'ils soient intéressés si nous, on ne réussit pas à donner cette énergie. Et alors, concrètement, par exemple, dans mon cas, mon style en tant que formateur, c'est beaucoup plus dans la facilitation et beaucoup moins dans la formation descendante. Donc, ça se transforme en quoi? J'ai besoin d'un retour réel. J'ai besoin de voir les participants, j'ai besoin de voir leurs réactions pour que je puisse adapter rapidement. Dès que j'ai pris conscience de cela et surtout j'ai eu une première expérience où j'ai vu qu'au moment où je ne voyais pas les apprenants, je dépensais une énergie, c'est fou, effectivement c'est fou quand je dépensais de l'énergie, tout simplement parce que je n'avais pas de repères. Alors ça c'est le moment où j'ai décidé de mettre dans le petit mail que je fais en amont, merci d'activer vos caméras. Donc ils ne sont pas pris. Ce n'est pas une surprise quand je leur demande d'activer la caméra. Je réitère en début de session. Vous avez vu que j'insiste même si je l'ai déjà dit 2-3 fois. Pourquoi? Parce que c'est mon besoin à moi. Et ça, c'est tout simplement un exemple. Il y a beaucoup d'autres besoins qu'on a en tant que formateur pour pouvoir être au niveau d'énergie nécessaire et suffisamment efficace. Ensuite, une autre question que je vous propose qu'on se pose, c'est quelles sont mes convictions, parfois potentiellement limitatives, par rapport aux formations en ligne. Qu'on se rende compte ou pas, on a déjà des a priori par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on nous a raconté, par rapport à ce qu'on s'imagine. Donc, a priori, on est plutôt pour, plutôt contre. On se dit, ce n'est pas possible de, je ne peux pas de. Pourquoi c'est important d'identifier ce genre de conviction? Parce que, de nouveau, ça va faire un peu difficile de trouver son enthousiasme par rapport à l'animation en digital si on n'est pas convaincu à 100%. Ensuite, c'est vraiment le moment de faire l'inventaire de ses compétences. On n'a pas tous les mêmes niveaux et c'est normal. On a chacun d'entre nous nos forces, mais en même temps, il y a des petits aspects qui parfois manquent. Dans les personnes que j'ai accompagnées sur ce sujet, j'ai rencontré de tout. Des personnes qui maîtrisaient vraiment très bien tout ce qui était outils informatiques et qui avaient besoin tout simplement de quelques astuces pour pouvoir transformer le process. Et j'ai rencontré aussi des personnes qui n'avaient jamais fait de leur vie un PowerPoint. Donc, il y a vraiment de tout parce que nos expériences ont été différentes. Donc, tout ce que je dis est que je vous invite de faire un petit inventaire de vos compétences digitales et informatiques parce que passer en digital sans un minimum de compétences, ce n'est pas impossible, hein, mais ça va demander un peu plus d'efforts. Donc, il est nécessaire de savoir d'où vous partez effectivement. Et enfin, une autre question à se poser, c'est quelles sont aussi les convictions de mes clients, les clients que j'ai déjà dans mon répertoire, les clients que je cible. Pourquoi c'est important de comprendre cela? Parce que ce n'est pas la même chose de
partir dans une discussion avec un client qui est ouvert à 100% et c'est lui qui demande des interventions en ligne, ou de discuter avec un client qui a des a priori négatifs. Ça m'est arrivé de mener vraiment des luttes avec des clients pour les convaincre au moins d'essayer et de les faire comprendre qu'on peut faire les mêmes choses en distanciel si on a les compétences nécessaires, si l'animateur a les compétences nécessaires, on peut faire les mêmes choses en distanciel. Mais c'était, comme je disais, des efforts de convaincre. Donc, il est nécessaire de savoir un tout petit peu qu'est-ce qui nous attend du côté client aussi. Voilà, donc mon invitation est de réfléchir un tout petit peu à ces questions et comme je vous disais, je vous invite à faire de nouveau d'une pierre deux coups. D'un côté, on va utiliser 15 minutes pour réfléchir et échanger sur ces questions et d'autre côté, on va expérimenter l'aspect groupe de partage. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, je vais créer des groupes de partage. Dans un premier temps, je vais vous mettre en conversé le document PDF du slide qu'on vient de discuter pour que vous l'ayez à la portée de main. Donc, j'arrête juste un petit peu le partage pour vous mettre le document. Donc, vous pouvez déjà aller en converser et vous allez trouver le document en format PDF. En 2 secondes, il part tout de suite. Voilà, c'est parti. Faites-moi un signe seulement si vous avez des soucis à le télécharger. Sinon, merci de ne pas écrire cette fois-ci dans le chat parce que le plus vous écrivez sur le chat, le plus ça va être difficile pour les autres qui n'ont pas téléchargé de le trouver et de le faire. Elodie me dit qu'elle ne voit rien. Le document, il est là, donc il est possible que ce soit le même problème. Peut-être vous n'avez pas téléchargé l'application. Parce que j'ai eu plusieurs signes que ça va, donc ça signifie que le document, il est vraiment là. En même temps, j'espère bien que l'option groupe de partage, elle va fonctionner et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, écoutez, parce qu'il faut toujours avoir un plan B, comme je le disais, je reviens un tout petit peu au slide d'avant et si vous ne le trouvez pas en conversé, ce que vous pouvez faire est de faire une capture d'écran. Et comme ça, vous allez le voir. Si vous ne savez pas comment faire une capture d'écran, vous pouvez prendre une photo. Et au pire des cas, si rien ne marche, alors ce que vous pouvez faire, c'est d'écrire rapidement les 4 questions. Ok, alors j'espère que la capture d'écran est bien faite et je reviens au slide sur lequel on était. Alors, le premier pas était de télécharger le document. Moi, je vais créer les espaces de partage. Vous, comme vous êtes bien sage et gentil, vous allez accepter mon invitation d'aller dans les groupes de partage. Une fois que vous êtes arrivé, donc le groupe de partage, ça signifie quoi? Pour faire une comparaison avec ce qui se passe en présentiel, imaginez-vous une grande salle de conférence où nous sommes tous. Les groupes de partage, c'est comme s'il y avait des petites salles de conférence juste à côté. On fait des groupes de partage et vous partez dans les petites salles de conférence
chaque groupe. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, pour garder la comparaison, une fois que vous êtes arrivé dans la petite salle, vous n'avez plus accès à mon écran. Voilà pourquoi j'insiste tellement que vous ayez le document précédent pour que vous puissiez discuter. Si ça peut arriver, vous vous trouvez seul dans la salle, personne n'a voulu vous rejoindre, c'est pas grave. Vous pouvez pleurer, ou ce que vous pouvez faire de différent, c'est d'appuyer sur le petit bouton sur lequel c'est écrit « Demander de l'aide », inviter l'animateur, et moi je vais arriver dès que je peux. Pourquoi je dis dès que je peux? Quand vous êtes assez nombreux, si jamais j'ai été déjà demandé, je suis dans un autre groupe, alors dès que je finis, je viens vous accompagner. De la même manière, je vais regarder un tout petit peu, si je vois que quelqu'un se retrouve seul, je vais vous faire quelques manipulations pour vous réarranger. Alors, vous allez partager sur le thème proposé pendant 10 minutes et ensuite, vous allez revenir dans la salle principale. Pour revenir dans la salle principale, il n'y a rien à faire. Dès que le temps s'est écoulé, vous allez être basculé automatiquement dans la grande salle. Si jamais ça arrive que vous vous égarez, vous ne revenez plus à la grande salle, pas grave de nouveau, vous n'avez qu'à appuyer de nouveau sur le lien de connexion que vous avez utilisé en début de session. Et comme ça, vous allez rejoindre la session. Donc, rien n'est grave, rien n'est perdu. Alors, est-ce que j'ai été suffisamment claire avec ce qu'il y a à faire? Oui, non? Une réaction serait vraiment géniale en ce moment. Merci. Alors, je crée les groupes de partage tout de suite. Juste, le document, on ne peut pas le télécharger. Le document ne peut pas être téléchargé. Alors, jusqu'à ce qu'on parte, je reviens au slide précédent et vous pouvez faire une capture d'écran. OK, vous allez être 3 par salle, sauf si quelqu'un décide de ne pas joindre la salle. Et comme je disais, on va mettre 10 minutes d'échange. Et c'est parti. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Join Room. Ça va être de 1 à 17. Amusez-vous bien, à tout de suite. Catalina, est-ce qu'après, vous allez pouvoir nous montrer comment créer les salles de Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je disais qu'on va faire d'une pierre deux coups. Parfait. Merci. Voilà. Non. Au moment où on veut utiliser les groupes de partage, donc comme je disais, la première chose à savoir est qu'il est nécessaire d'avoir un abonnement payant. Ça suffit d'avoir la première option, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est 13 € par mois la première option. Dès qu'on est en posture d'animateur, donc en tant que participant, on ne va pas le voir même si on a un compte payant. Mais dès qu'on a la posture d'animateur, c'est nous qui avons créé l'animation ou c'est quelqu'un d'autre qui est l'animateur mais qui nous a donné à nous aussi le droit de co-animateur. Alors dans ce cas-là, on va avoir l'option de créer les espaces d'options. Comment on le fait? C'est vraiment très simple. Il y a tout simplement à décider combien de salles d'intervention, de discussion on peut avoir. Une option assez récente de Zoom est qu'on nous donne les deux informations à la fois, combien de salles et combien de participants par salle. Dans un premier temps, c'était seulement combien de salles et je crois qu'ils ont dû recevoir beaucoup de plaintes des personnes comme moi qui ne sont plus capables de calculer dès qu'ils doivent faire quelque chose très vite. Donc voilà, maintenant on a les deux informations à la fois et c'est vraiment très utile. Donc on met combien de salles on veut avoir en partant de combien de personnes on veut avoir par salle. On peut le faire de manière automatique ou de manière manuelle.
étant donné que nous ici, on était vraiment d'un côté assez nombreux, d'autre côté, c'est pas qu'on se connaît, donc il n'y avait pas un intérêt particulier de vous mettre dans des groupes d'une certaine façon, alors je l'ai fait de manière automatique. Par contre, dès qu'on est dans une formation avec un petit groupe et il y a peut-être un intérêt particulier à partir des compétences qu'ils ont comme complémentaires ou qu'ils partagent, des intérêts communs, dans ce cas-là, on peut le faire manuellement, ce qui fait qu'on va désigner chaque personne pour chaque salle. Ce qu'on peut établir aussi dès qu'on crée les groupes de partage, c'est est-ce que les participants vont aller automatiquement dans les groupes de partage ou ils doivent appuyer sur Join. Moi, ici, j'ai décidé de ne pas vous envoyer automatiquement. Pourquoi? Parce que de cette manière, ceux qui vous n'avez pas voulu participer, tout simplement, vous n'avez pas appuyé sur Join. Et de cette manière, moi, je voyais à tout moment qui était dans le groupe de partage et qui n'était pas pour de vrai. Et j'ai pu faire les manips de vous désigner dans une autre salle. Ensuite, on peut autoriser les participants qu'ils reviennent à la session principale. Ça, c'est toujours bien le faire, à mon avis, parce que s'ils ont fini la discussion, pourquoi ne pas revenir et pourquoi perdre le temps en faisant rien? Ensuite, on va établir le temps. Ici, c'était 10 minutes. Je sais que c'était très, très peu pour ce genre de discussion, mais ici, c'était tout simplement pour voir un tout petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on peut établir le temps. Et vous avez vu qu'une minute avant que vous reveniez, vous avez eu un petit message de la salle va clôturer bientôt. On peut en même temps qu'animateur décider si jamais le temps il s'est écoulé trop vite par rapport à ce que les apprenants avaient à faire, on peut décider de prolonger le temps, donc rien n'est figé. Mais en même temps, on voit déjà un avantage qui est assez clair du distanciel, hein. Le fait que à le moment où le temps s'est écoulé et vous avez décidé de couper, de finir les groupes de partage, tout le monde est revenu tout simplement. Vous savez qu'en présentiel, il y a les éternelles négociations. Encore 2 minutes, j'ai pas fini. Ici, pas de négociation. Donc voilà, l'efficacité totale, le temps s'est écoulé, ils sont revenus dans la salle, ils sont basculés automatiquement. Oui, il y aura toujours au moins quelqu'un qui va être frustré parce qu'il avait encore des choses intéressantes à dire. Mais voilà, c'est l'efficacité qui gagne dans ce cas-là. Donc, voilà la manière de gérer les groupes de partage. C'est vraiment rien de difficile. Tout ce que vous avez à retenir est qu'au moment où ils partent, c'est pareil comme en présentiel, ils n'ont plus accès à votre écran. Donc, tout ce que vous voulez qu'ils aient comme consigne, comme document, vous devez faire en sorte qu'ils partent avec cela dès qu'ils seront dans le groupe de partage pour qu'ils l'aient à la portée de main. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Oui, je n'ai pas vu où était la commande pour aller chercher cette fonction. Pour aller chercher cette fonction, il y a une seule barre à outils. Il n'y a pas plusieurs. Donc, sur la barre à outils que vous avez, vous appuyez sur les petits 3 points avec plus et c'est là que vous allez le trouver. Mais je réitère ce que je disais, seulement au moment où vous avez un compte payant et vous avez le statut d'animateur. Sinon, si vous allez le chercher maintenant, vous n'allez pas le trouver. Oui. Est-ce que j'ai entendu une autre question? Ok, Oui. Ok, dites-moi s'il vous plaît. Tout à l'heure, on a échangé uniquement à l'oral. Si on avait dû mettre à l'écrit nos échanges, est-ce qu'on pouvait les anticiper dans les groupes de partage pour les ramener après par la suite en commun? Bien sûr. Dans le groupe de partage, vous avez le droit de partager vos écrans.
de partager nos écrans. Mais si on avait dû faire, je dirais, un brainstorm commun avec le résumé de notre travail à toutes les trois, comment on aurait pu faire pour vous le transmettre après? Ça dépend beaucoup de la manière dans laquelle vous voulez recueillir ce genre d'informations, mais sinon, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser, d'outils de type post-it, d'outils de type Mentimeter, ou sinon, le plus commun et qui ne coûte rien, c'est Google Slide. On crée un D'accord. Google Slide avant, on donne le lien, et de cette manière, tout le monde remplit à la fois. D'accord. Est-ce qu'on peut faire une liaison en passant sur Klaxoon, par exemple, ou pas alors? Bien sûr que oui. D'accord. Oui, Bien donc sûr dans que ces oui. cas-là, on Donc, utilise un autre outil en parallèle de Zoom. oui, bien sûr, bien sûr. Donc, dans ce cas-là, Zoom reste tout simplement l'outil visio qui nous permet de nous voir, de nous entendre. Et à côté, on va mélanger avec tout ce qu'on utilise, bien sûr. OK, d'accord. Merci. Avec plaisir. Alors, voyons. Excusez-moi, juste une dernière question. Peut-être, je me demandais si c'était possible de suivre des formations de ce type-là, si les gens n'ont qu'un smartphone, par exemple, avec eux, ou est-ce que c'est un petit peu… Parce qu'il y a beaucoup de gens qui finalement vont même plus sur leur ordinateur fixe, en fait, et, parce qu'ils sont en déplacement, je ne sais pas où. Tout est possible, mais c'est juste à prendre en considération parce qu'il y a des spécificités qui vont changer forcément. Si on sait qu'ils suivent sur smartphone, alors c'est inimaginable d'utiliser un PowerPoint parce qu'ils ne vont rien voir. Donc, on va aller vers d'autres types d'outils beaucoup plus interactifs et qui ne nécessitent pas de mettre beaucoup de texte. Donc, oui, on peut le faire. En même temps, je ne crois pas qu'on peut faire de manière efficace tout type d'intervention non plus. Si c'est par exemple une intervention où il est nécessaire d'utiliser beaucoup de chiffres, c'est quelque chose sur le financier, quelque chose sur le législatif, où ça va être assez difficile d'éviter du texte, des chiffres, alors peut-être que, je ne sais pas si, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais ça va être un peu plus difficile. Oui, d'accord, merci. Avec plaisir. Alors, voyons en quoi l'expérience en digital elle est différente et aussi quelques astuces pour pouvoir s'adapter au mieux. Je vais démarrer avec une évidence. Il y a une dépendance totale de la qualité d'Internet. Si en présentiel, on peut trouver des solutions presque pour tout, dès qu'ils sont là, dès qu'ils sont arrivés, vous êtes tous dans la salle, donc même si le vidéoprojecteur ne fonctionne pas, vous prenez un paperboard, ils n'ont pas envie de rester dedans, on prend le paperboard, on va dans le jardin, on trouve des solutions. Quand on est en distanciel et il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas vraiment beaucoup à bricoler autour de ça. Donc, voilà pourquoi il est nécessaire de se donner plus de chances d'avoir une bonne session. Premièrement, ce qu'on peut faire, même si la connexion Internet qu'on a n'est pas géniale, il y a quelques petits trucs. Par exemple, utiliser plutôt un connecteur réseau plutôt filaire avec un adaptateur Ethernet USB que le Wi-Fi. Vous n'allez pas gagner beaucoup de bande passante, mais c'est déjà mieux qu'avec le Wi-Fi. Ensuite, prévoyez un plan B pour la connexion. Par exemple, moi, toute la semaine passée, je n'ai pas eu d'Internet. C'est très pratique quand je fais à 100% en distanciel dans cette période, n'est-ce pas? Mais heureusement, j'ai eu à côté mon plan B. J'ai un forfait de 60 gigas d'Internet sur ma tablette et j'ai pu me connecter de cette manière. Et bien sûr, j'avais aussi mon plan C, mes deux téléphones à côté, au cas où la tablette me lâchait. En même temps, il est nécessaire aussi d'anticiper ce que les apprenants vont avoir en temps de connexion. Donc, les avertir quelles sont
les petites consignes, les petites demandes pour que la formation soit vraiment une réussite et de leur demander, même si au bureau ils n'ont pas une connexion géniale ou à la maison n'ont pas une connexion géniale, de pouvoir se déplacer pour le temps de la formation là où ils trouvent une meilleure connexion. Donc, de prévoir tout ça parce que sinon, c'est la galère. C'est vraiment la galère. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce que il y a quelque chose à ce niveau-là qui me manque de mon pays, mais c'est la connexion Internet, elle me manque vraiment. Je ne m'attendais pas à ce qu'en France, elle soit pire qu'en Roumanie, à Bucarest où j'habite. Ensuite, une autre chose qui change, c'est le cadre. Le cadre change complètement. Si en présentiel, on est tous là, on se voit tous, on a tous accès aux mêmes choses en même temps, c'est plus le cas en distanciel. Donc voilà pourquoi il est nécessaire d'envoyer un mail avec des indications. J'imagine que vous avez vu le mail que moi je vous ai envoyé. Donc, je n'ai pas fait des suppositions par rapport à ce que vous allez faire, mais je vous ai demandé gentiment effectivement ce que moi j'avais besoin de votre part pour que cette intervention se passe au mieux. Donc, concrètement, ce qu'on va mettre dans ce mail, si on a des documents, des formulaires à lire, à remplir avant la session, on va les envoyer. Le lien pour se connecter, pourquoi pas des petites astuces pour se connecter au cas où on sait qu'ils sont à leur premier essai. La durée, donc à tout ça, j'imagine que vous avez déjà pensé. Mais d'autres choses qui peuvent vraiment vous aider à démarrer à l'heure et en bonnes conditions, c'est de leur suggérer de se connecter avec quelques minutes avant l'heure du démarrage. Pourquoi? Parce que presque toujours, il y a des petits soucis qui apparaissent. Quelqu'un qui ne réussit pas à se connecter, quelqu'un qui, même s'il a fait ça pendant 10 fois, cette fois-ci, le micro ne s'active pas, la caméra ne s'active pas. Je ne vois plus le partage d'écran. Et surtout que n'oubliez pas, les outils genre Zoom ont des mises à jour toutes les semaines pratiquement dans cette période. Et chaque mise à jour vient aussi avec le fait que tout ce qu'on a dans les paramétrages, ça peut changer un tout petit peu. Par exemple, dans la dernière mise à jour, on a dû... c'est devenu obligatoire d'envoyer le mot de passe pour qu'ils puissent se connecter. Franchement, j'ai zappé ça. Donc, j'ai dû faire un webinaire avec une quarantaine de personnes. J'ai envoyé le mot de passe à personne. J'ai envoyé tout simplement le lien. Donc, j'ai dû gérer 10 minutes avant toutes les conversations avec les personnes qui me disaient « j'ai pas le mot de passe ». Donc, s'ils n'anticipent pas de se connecter un peu plus tôt, tout ça va démarrer dès l'heure où vous vous êtes proposé de commencer. Ensuite, de s'installer dans un endroit tranquille pour faciliter les échanges. Je sais que ça peut paraître bête, mais comme il y a vraiment un chevauchement maintenant de terminologie, webinaire, formation, et beaucoup de fois, l'information elle est très descendante et on est vraiment habitué à ce qu'on soit tranquillement, on ne nous demande rien, ou si on nous demande, c'est seulement sur le chat. Alors, dans ce cas-là, on ne s'imagine pas qu'on va nous demander vraiment d'intervenir et d'activer le micro. Donc, on peut être vraiment dans un endroit où il y a vraiment beaucoup de bruit, des enfants qui crient et tout ça. Vérifier la caméra, prévoir de quoi écrire, prévoir de l'eau, de thé, de café. Encore une fois, je sais que c'est bête, mais ça suffit que de 12 participants, chacun se lève une fois pour dire ah mais écoutez, j'ai pas pris le crayon, j'ai pas mon cahier, j'ai pas mon verre d'eau, et ça va vous empêcher d'avoir tout le monde en même temps. Et vous savez que parfois il y a des informations qui sont un peu plus sensibles et qu'on a vraiment besoin de passer à tous en même temps pour qu'on puisse continuer. Donc voilà, en bref, réfléchissez à quels sont vos besoins, vos attentes comportementales en ce qui concerne vos apprenants et mettez-les dans un petit mail. Une autre chose à faire en amont du début de la formation.
une petite session avant de démarrer pour de vrai pour faire un petit briefing technique 1-2 jours avant la formation. Pourquoi? Parce que de cette manière, on peut s'assurer que tout le monde est capable de se connecter, de trouver l'outil annotation, d'aller dans un petit groupe de partage. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ça ne doit pas se passer normalement dans une formation. Donc, le fait de vous faire déplacer d'une salle à une autre, on a eu 10 minutes d'échange et j'ai passé 5 minutes à vous déplacer d'une salle à une autre. C'est pas pratique, c'est pas efficace. Donc, tous ces genres de choses, à mon avis, doivent être résolus avant. Et dès qu'on a démarré la formation, alors on se concentre sur la formation. Et j'anticipe une question. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le contrôle sur leur temps et ils ne sont pas d'accord d'avoir cette petite session de briefing avant? Alors, dans ce cas-là, si on a une formation de 4 heures, on accepte qu'on n'a pas pour de vrai 4 heures, mais qu'on a 3 heures et demie. Et que demi-heure, on la garde pour s'assurer que tout le monde comprend de point de vue technique comment les choses fonctionnent. Et si jamais tout se passe très bien, super, vous allez avoir à côté encore une demi-heure de contenu. Je crois que ce n'est pas ça le problème de pouvoir remplir le temps. Ensuite, prévoyez une marge de temps plus large pour tout ce qui est les aléas du distanciel. Donc, il y a des choses, vous avez vu que des choses qui se passent là, des réseaux qui ne sont pas suffisamment fortes, des bandes passantes qui ne nous aident pas, ça coupe le son, une personne est déconnectée. Donc, tout ça, il est nécessaire de le prévoir. Donc, mettez une petite marge de temps pour tout ça. Une autre spécificité, la possibilité de mouvement est assez réduite par rapport au présentiel. Et oui, je sais que c'est un peu bizarre, mais rester le popotin sur la chaise pendant une journée, ça peut être aussi fatigant que travailler le jardin pendant une journée. C'est un autre type de fatigue, c'est clair, mais ça reste fatigant, ça épuise. Donc, voilà pourquoi il est nécessaire de comprendre qu'il y aura un impact sur la durée et les activités possibles. En termes de durée, moi, je favorise le format plutôt 2 heures. Pourquoi? Parce que je sais que pendant 2 heures, on est là, on est concentré, ensuite on a fini, chacun passe à autre chose. Tant qu'il n'y a pas de pause, il n'y a pas de possibilité qu'il ne revienne plus ou qu'il ne soit plus à l'heure parce qu'il y a eu une urgence. Donc, moi, je préfère vraiment le format 2 heures, 2 heures et demie, ou sinon le format demi-journée. Bien sûr, au cas où le client insiste vraiment sur le format journée entière, on s'adapte. Mais si on a un mot à dire, alors je vous suggère de le convaincre d'aller plutôt vers 2 heures, 3 heures et demie. Repensez, recréer les activités pour les impliquer le plus possible. Parce que sinon, on se demande mais pourquoi ils ne sont pas impliqués? Parce que tout simplement, on ne les implique pas. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de magie. Donc, il est nécessaire d'un côté de prévoir suffisamment d'activités pratiques et différentes. Parce que si on a découvert les post-it et on ne fait que les faire écrire sur des post-it 10 fois, à un certain moment, ils n'auront plus envie, et c'est normal. Ensuite, on ne peut pas se toucher et l'échange d'énergie n'est pas le même parce que, pourquoi j'ai mentionné le toucher, le fait même en présentiel de se donner la main, de faire connaissance en se regardant dans les yeux, ça aide vraiment au contact concret, à la complicité concrète. Alors, et en plus, n'oublions pas aussi qu'il n'y a plus de pauses café conviviales. Et n'oublions pas que l'aspect convivialité, ça fait partie de l'ADN des Français. Donc, c'est pas quelque chose, et je crois que c'est pas seulement des Français, bien sûr. Donc, et c'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Donc, quelques petites astuces. Même si on est dans l'efficacité, ne loupez pas les brises-glaces.
parce que c'est vraiment important de créer, comme je disais, cette complicité, cette envie de partager, de se dévoiler, de donner de soi dans la compagnie des autres. Sourire, l'ambiance, ça c'est à vous. Donc ne soyez pas radins avec les sourires. Pourquoi? Parce que, comme je disais, c'est à nous de créer l'ambiance, de donner l'énergie et de dynamiser le groupe. Et moi, ce que je fais chaque fois que j'ai un groupe plus petit, donc jusqu'à 10 personnes, j'autorise les micros ouverts. Pourquoi? Parce que ça évite la gymnastique d'aller chercher à tout moment comment activer son micro. Et ça gagne du temps et ça permet aussi d'intervenir de manière plus naturelle. Vous savez très bien que dès qu'on a le micro coupé, même si on a une petite blague qui pourrait déteindre l'atmosphère, on ne va pas activer le micro pour faire une petite blague, parce que déjà, jusqu'à ce qu'on active le micro, le temps est passé. Mais si le micro est déjà désactivé, alors on va faire avec beaucoup plus de naturalesse et ça va contribuer à cette atmosphère détendue et qui fait que finalement, en tant qu'animateur, on réussit à les faire aller vers le même objectif, mais ensemble, en partageant effectivement. D'ailleurs, je ne vous cache pas qu'en ce moment, je vis un grand moment de solitude et j'aime pas trop. Alors, une autre différence, c'est que le temps de réaction des participants est plus long. Pourquoi? Parce que déjà, le son, il n'est pas vraiment synchrone. Le moment où je parle, le moment où vous entendez ce que je viens de dire n'est pas identique déjà. La connexion Internet y joue beaucoup. Donc, le plus les connexions Internet, la mienne, la vôtre, sont mauvaises, le plus le décalage va être long. Ensuite, vous avez entendu, mais jusqu'à ce que vous avez compris ce que moi j'ai voulu dire, un autre décalage, et jusqu'à ce que, de nouveau, si vous avez les micros coupés, jusqu'à ce que vous activez vos micros, voilà un autre décalage. Donc, ce qui fait que les réponses ne peuvent pas être instantanées. Donc, il est nécessaire de laisser le temps nécessaire pour qu'ils entendent, pour qu'ils comprennent et pour qu'ils trouvent le micro et ensuite pour qu'ils répondent. Donc, il est nécessaire d'apprivoiser le silence, de s'habituer au fait que, comme je disais, en distanciel, on se retrouve en tant qu'animateur avec quelques moments de solitude. Donc, il est nécessaire de l'intégrer, de l'apprivoiser. Et voilà une autre différence. Nous sommes là, hein, nous sommes là. Merci, j'apprécie. Une autre différence est que les participants peuvent se cacher davantage en partant du fait qu'ils peuvent ne pas activer la caméra. Donc oui, on peut le suggérer, on peut leur demander gentiment, on peut insister, mais finalement, ils peuvent ne pas le faire. Ensuite, même si la caméra est activée, rien ne vous empêche maintenant de prendre le téléphone et de pianoter et de voir qu'est-ce que le voisin a mangé de bon au déjeuner. J'y peux pas grand-chose vraiment. Ou ce que je peux faire, c'est déjà de vous inciter, comme je disais, à allumer les caméras. Au moment où nous avons proposé le programme, l'agenda, l'horaire et tout ça, d'obtenir leur adhésion. Pourquoi? Parce qu'au moment où on dit qu'on est d'accord avec quelque chose, il y a beaucoup plus de chances effectivement de se conformer, de partager, de s'engager. Et comme je disais, d'utiliser tout ce qu'on peut comme outil et comme activité pour les impliquer au maximum. Exemple concret, dans la première activité avec les annotations sur mon écran, qu'est-ce que ça vous a fait d'annoter sur mon écran? Vous pouvez activer le micro pour parler.
Et bon, on se sent plus participant en fait dans l'échange. On est plus actif, on est moins Déjà, passif. on est là. Ouais. Déjà, on est là. Donc, je suis sûre que à ce moment-là, vous ne faisiez pas autre chose que ce que je vous ai demandé de faire. Pourquoi? Parce que ça vous engage pour de vrai, il est nécessaire d'être là mentalement, avec les mains aussi. Donc voilà, il y restait pas grand-chose de vous pour faire autre chose à la fois. Donc voilà pourquoi il est vraiment nécessaire de voir la manière de les impliquer au maximum. Oui. Oui, je trouve que ça, en fait, ça impose, quand tu nous as donné la main tout à l'heure, ça impose presque une obligation de participation, même si on ne sait pas qui va écrire parce que c'est pas nominatif. Tu vois que les gens écrivent et tu te dis, moi, il faut que j'écrive aussi. Donc, je trouve que ça implique, ça impose à la personne une participation. Maintenant, c'est vraiment celui qui fait rien, c'est qu'il n'a pas envie de faire, mais naturellement, si tu es impliqué, tu te sens obligé d'écrire. Ouais, Oui, c'est vrai. même si c'est pas obligé de quelqu'un t'a dit il faut. C'est pas le Oui. genre que je me sens obligée qui va faire que je vais me rebeller en fait pour ne rien Non, mais faire. c'est pas c'est une obligation induite en fait. Tu dis aux gens allez-y écrivez, comme c'est libre et qu'il n'y a pas de regard sur ce qu'on écrit puisqu'on ne sait pas qui écrit quoi. Tu te dis je me lance et c'est pas grave. En plus on n'a pas le temps de regarder ce que les autres écrivent. Donc enfin moi j'ai pas eu le temps en tous les cas de regarder. Donc il y a forcément des choses qui ont déjà été dites, mais tu te lances et tu fais. Et comme c'est noyé dans la masse, t'as pas peur de mettre une réponse. Oui, moi, ce que je trouve très bien aussi, c'est que expérimenter, c'est aussi se former. Et donc, quand on peut participer de cette façon-là, eh bien, ça apporte un plus. On passe de la pratique à la théorie, de la théorie à la pratique. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Alors, voyons aussi quelques plateformes disponibles. J'ai mis ici quelques petits exemples, sinon il y en a vraiment beaucoup d'autres. Donc, pour tout ce qui est visio, donc on parle de Zoom, Webex, Skype, Adobe Connect, Teams, Google Classroom, GoToMeeting, et il y en a vraiment beaucoup d'autres. Moi, ce que je trouve le plus approprié pour les formations, donc les échanges de type formation, c'est le Zoom. En même temps, l'expérience que j'ai m'a montré que rester en termes de compétences sur un seul outil, c'est un peu mal barré. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais chez qui on doit intervenir. C'est pas qu'on doit, mais on choisit en termes de clients d'intervenir. Et pas tous les outils sont permis chez tous les clients. Donc, voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir au moins un autre outil qu'on peut gérer avec facilité, aisément, vraiment, pour qu'au moment où le client nous dit désolé, chez nous, Zoom, c'est interdit. Vous savez qu'il y a eu, dans la période Covid, il y a eu le petit scandale, pas si petit en fait, le scandale avec les soucis de sécurité chez Zoom. Entre-temps, ils ont réglé tout ça, heureusement, mais en même temps, il y a des sociétés qui ont décidé à ce moment-là de l'interdire en interne et ils ne sont plus revenus sur cette décision. Alors, au moment où le client vous dit nous, on n'utilise pas Zoom, nous, on est des intervenants, on n'est pas des commerciales de chez Zoom, donc on ne va pas s'acharner sur l'utilisation de Zoom, mais l'idée est de vendre notre prestation. Donc, voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir toujours un plan B, surtout sur l'outil principal de Visio. Et si vous vous demandez alors quoi choisir, il n'y a pas vraiment un seul critère de choix. Les critères de choisir le deuxième, en ce qui me concerne, vont être toujours: est-ce que le client utilise déjà quelque chose en interne? S'ils sont déjà habitués à un outil, alors ça va être à nous de nous adapter et d'utiliser ce qu'eux, ils utilisent. Parce que ça va vraiment faciliter beaucoup les choses, parce qu'eux, ils ont déjà l'habitude. Donc, il n'y aura pas de soucis sur est-ce qu'ils savent l'utiliser ou pas. Et s'ils ne savent pas l'utiliser, alors ça va être à quelqu'un de l'interne de les former à l'outil. Ce n'est plus notre responsabilité.
Et ensuite, des préférences personnelles aussi. Voilà, ça peut jouer aussi. Mais en ce qui me concerne, toujours l'outil utilisé par le client, ça va être le premier critère de choix. Ensuite, voici quelques autres outils à utiliser. Mentimeter pour tout ce qui est présentation interactive. Miro pour des présentations dans lesquelles on veut utiliser des post-it. Quizzes pour des quiz, pour des évaluations. Gameler, c'est une plateforme qu'on peut intégrer pour tout ce qui est gamification. Comme je vous disais, c'est tout simplement quelques exemples. Sinon, j'ai testé des dizaines. Donc, on peut en parler plus sur ça si vous désirez. Comme je disais, il est nécessaire de vous établir déjà quels sont vos critères de choix et de prévoir toujours un plan B. Toujours, toujours, toujours. Ça, c'est la spécificité du distanciel. En ce qui concerne les activités qu'on peut faire en distanciel, il n'y a pas vraiment beaucoup de limites tant qu'on réussit à se mettre dans l'approche. Si je fais déjà des interventions en présentiel, quand je fais une intervention, quand je propose une activité, quel est l'objectif d'apprentissage que j'ai en fait? Parce que j'espère qu'on est d'accord qu'on ne propose pas des activités tout simplement pour les amuser. On a quand même un objectif d'apprentissage toujours derrière. On veut obtenir quelque chose de concret. Et alors, dès qu'on se reconnecte à l'objectif d'apprentissage, alors on peut faire quoi? J'ai partagé déjà les activités qui sont liées en dessus de la ligne, les activités qu'on va créer nous-mêmes, qui vont demander tout simplement notre temps, notre créativité, notre énergie. Et en dessous de la ligne, les activités qui demandent d'amener aussi le pognon. Alors, pour les premières, on peut utiliser des prises classe, des discussions en petits groupes, des facilitations en groupe large, des brainstorming, des jeux de rôle, des études de cas en format écrit ou en format vidéo, des exercices de type puzzle, des sondages et des quiz et beaucoup d'autres. Donc, tout ce que je veux dire par cela est que si jamais vous avez eu comme conviction qu'on ne peut pas avoir le même niveau d'interactivité en distanciel, c'est vraiment complètement faux. On peut faire des choses aussi interactives en distanciel qu'en présentiel. La seule limite, c'est notre créativité, si vous voulez. Donc, c'est le propulseur, c'est notre créativité. La limite, c'est notre créativité. Je vous ai mis ici deux plateformes de gamification, Siado, que j'ai testé, que je trouve vraiment très bien, et GameLearn, qui est une société internationale. C'est des jeux, gamification, c'est les jeux vidéo pour les adultes qu'on peut intégrer dans nos formations qui sont finalement des mises en situation à partir d'un objectif. Donc, ça peut être pour comment manager un projet, comment faire les achats dans l'entreprise. Donc, sur des situations spécifiques, c'est des mises en situation. Chacun se crée un avatar, il rencontre des situations concrètes et des options qui sont proposées et il joue le rôle. Mais comme je disais, pour celle-ci, effectivement, il faut prévoir un petit budget. Ok, alors, dites-moi s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire des caouts sur Zoom ou pas? Des quoi? Des caouts. Des caouts, c'est quoi des caouts? Le caout, c'est un jeu, il y en a qui connaissent ou pas? C'est en fait, on pose des questions, on fabrique des questions en amont, on envoie un lien, un code PIN en fait aux participants et via leur téléphone portable ou via, là ce serait Zoom, ils répondent en fait et après il y a des statistiques, c'est un jeu avec des gagnants, on peut jouer par équipe, en individuel et tout ça. Bien sûr que oui. Comme un quiz en ligne, c'est ça? Oui, donc. Oui, mais là c'est moi je le crée en amont en fait. Oui, donc, bien sûr. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez penser à Zoom comme votre salle de classe. Tout simplement, c'est le lieu de rencontre
Oui, mais comment je l'intègre en fait? C'est ça que je ne comprends pas. Ça ne s'intègre pas concrètement, mais vous leur envoyez par un conversé dans le chat, vous leur envoyez le lien. Ah, d'accord. Vous partagez votre écran Vous pour les partagez bien sûr questions, votre écran. pour les questions et les apprenants utilisent leur téléphone ou un truc pour répondre avec les trucs, pour les réponses de Kahoot. Merci. D'accord. Donc, ça permet à la fois que tout le monde voit instantané les réponses de tout le monde et avec le téléphone, ils n'ont pas besoin d'un deuxième écran pour ne pas perdre le partage de ce que vous avez fait. D'accord. Et c'est pareil avec tout autre outil qu'on va intégrer. Je vous ai donné l'exemple de Mentimeter, ça fonctionne de la même manière. Moi, je l'ouvre sur mon écran, je partage mon écran et les apprenants vont sur leur téléphone. Mais de nouveau, c'est à s'assurer qu'ils ont accès, qu'ils ont le libre accès sur ce genre d'application. Donc, c'est des questions à poser toujours en amont. Ça m'est arrivé qu'on me dise non, ça c'est pas possible. Heureusement, ils avaient leur téléphone personnel et ils ont pu se connecter sur leur téléphone personnel. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai appris, je prends rien comme, je ne fais pas des suppositions. Tout ce que je veux utiliser, j'annonce en amont et je demande est-ce que c'est permis chez vous? Parce que sinon, on fait tout ce travail pour rien. Et j'imagine que le temps est une ressource importante pour nous tous. Oui, vous avez raison, très bon point. Alors, voyons si on se souvient comment utiliser les annotations. Et cette fois-ci, je vais vous demander de mettre sur mon écran avec quoi vous repartez de cette session. Pour ceux qui ne se souviennent pas, vous allez dans le haut de votre écran, il y a la petite barre verte avec You are viewing Catalina Mariusa's screen. À côté, option d'affichage, et vous choisissez Annoter. Je trouve plus la... Excuse-moi, il n'y a plus la fonction Annoter. Oui, moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Vous avez complètement raison, parce qu'il est nécessaire que je la réactive. Bonne idée. Oui, Ah oui, c'est vrai. Le Zoom, il est superstitieux comme ça. Si je ne lui dis pas ce qu'il doit faire, il ne le fait pas. Je ne comprends pas. C'était juste pour voir si on suivait, c'est ça? On est toujours là, hein, c'est bon. On peut annoter. Je profite pour répondre. J'ai vu quelques questions sur le chat que j'ai zappé. Est-ce que l'option groupe de partage existe-t-elle sur Teams? Elle existe, mais pas de la même manière. Donc, ce n'est pas si simple à utiliser. Et il est nécessaire que tout le monde ait un compte Teams et vous devez créer les groupes en amont. Donc, c'est un peu plus difficile d'utiliser, mais elle existe. Ces dessins sont tout pour moi, c'est ça? En effet. Alors, plus d'idées. Youpi! Oh, ça c'est bien. Très riche, c'est possible. J'ai des astuces. Je vais continuer à apprendre. Finalement, ça peut être sympa la formation à distance. Alors, j'ai fait quelque chose de bien ce soir. Bonne piqûre de rappel. Très pragmatique, de nouveaux outils. L'option Annoter. Merci beaucoup. Et voilà qui a le talent pour le dessin. Bonne soirée. Alors, avant de se quitter, juste 2 mots. Alors, déjà, comme je viens de le dire, je vais sauvegarder et effacer ce que vous venez de mettre sur mon écran.
Merci beaucoup. Et comme je vous disais, ce qu'on a parlé ce soir, c'est tout simplement un petit aperçu de ce que la passé en digital peut être. Alors, qu'est-ce qui peut être au-delà de ce qu'on a discuté ce soir? Si jamais vous désirez aller plus loin, la formation complète, elle démarre le 2 novembre. Le format que je vous propose, c'est de 5 sessions de 2h30 avec un travail individuel intersession et un suivi individuel de 40 minutes après. C'est à vous de choisir quand ça se passe. Le contenu concret, c'est donc comme il y a 5 sessions, pour la première session, on se concentre sur le process, les objectifs, le séquençage et bien sûr, on va parler des outils. La deuxième session, comment transformer le contenu en entier, comment transformer les activités, des astuces pour créer ses propres jeux et aussi d'autres outils qui correspondent. La troisième, animer en virtuel concrètement, comment gagner en posture, comment, comme je disais, comment faire pour respecter tout ce qui est style d'apprentissage, comment mettre en valeur tout ce qui est canaux qu'on utilise pour prendre les informations, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, comment s'habituer au silence, comment s'habituer à tout ce qui est nouveau dans le distanciel. Ensuite, dans la quatrième session, le flux de la communication, comment on reste dans l'efficacité avec tous les acteurs impliqués, que ce soit la directe, le client, les apprenants. Et comment faire l'évaluation et de nouveau des outils qui sont appropriés. Et pour la cinquième session, c'est celle que j'adore. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est à vous. Donc, chaque personne va mettre concrètement en pratique tout ce qu'on a fait dans un mini-atelier de 15 minutes en mettant en place le process entier de tout ce qu'on fait en amont, animé et tout ce qu'on fait après, avec bien sûr des retours. Donc, les objectifs concrets, c'est que vous partiez avec une méthodologie pour concevoir et animer une formation à distance en autonomie complète, pour que vous ayez le choix et la maîtrise des outils support et si vous êtes d'accord de faire le travail intersession pour que vous partiez avec une formation prête à déployer, vraiment. Donc, à la fin, tout simplement, trouver le client. Et en ce qui concerne l'investissement nécessaire, c'est 750 € pour tout ce qu'on vient de discuter. Donc voilà, si ça vous tente d'aller plus loin, il y a cette formule où il y a aussi la formule accompagnement individuel si vous trouvez que vous êtes vraiment bien avancé mais que vous avez besoin tout simplement de quelques astuces pour faire un peu plus efficace. Qu'en pensez-vous ? Ou y a-t-il des questions sinon? Est-ce qu'il y aurait déjà toutes les dates prévues pour cette formation? Les dates, elles sont prévues. Je vais vous les mettre par mail. En même temps, un des avantages du distanciel est la flexibilité qu'on peut avoir. Ça veut dire que même si je propose des dates, elles ne sont pas figées en marbre. Le 2 novembre, c'est la session en fait 0, donc ce n'est pas inclus dans les 5, où on va se voir tout simplement pour se connaître, poser le cadre et convenir sur les dates. Donc, si jamais les dates que je propose, ça ne vous convient pas, il n'y a aucun problème, on cherche les dates qui conviennent à tout le monde. Donc, étant donné la flexibilité qu'on peut avoir avec le distanciel, je ne vois pas pourquoi ne pas profiter. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'avais peut-être une question. Alors, effectivement, plus sur la formation que vous venez de nous donner. Quand vous dites que le client, il faut toujours lui demander sur quel outil il travaille pour être sûr qu'on peut être compatible avec ces outils et peut-être avoir Zoom et autre chose à côté. Mais
en fait, je me demandais, parce que moi, je n'ai jamais vraiment proposé de formation encore de cette façon-là. Concrètement, je ne comprends pas bien, mais peut-être que c'est dans le développement justement que vous expliquez ça, mais je vais voir un organisme, une agence qui forme des personnes pour travailler en crèche, par exemple. Ils me demandent de leur proposer une analyse de pratique. C'est vraiment le cas. Donc, en fait, je vais dans 10 jours leur proposer ça. Et admettons, j'espère que ce n'est pas le cas, mais il y aurait un confinement ou une impossibilité de se déplacer parce que voilà, il y a une espèce de restriction. Et du coup, elles restent chacune chez elles. Est-ce que ce n'est pas à moi de dire, voilà, moi je travaille avec Zoom et c'est à vous de télécharger Zoom? Parce que c'est leur donner le choix, je trouve que c'est un peu risqué, non? Oui. Donc, je suis à l'aise avec ça. On part avec moi, j'utilise ça. Mais moi, tout ce que je disais est de poser aussi la question, est-ce que pour vous, ça va? Oui. Ça m'est arrivé qu'on me dise, chez nous, Zoom, c'est interdit. Tout simplement, c'est interdit. Donc, on n'a pas le droit de les télécharger. C'est ça. Oui, mais parce qu'ils utilisent des outils professionnels. Mais la plupart du temps, j'imagine que les formations qu'on fait à distance, les gens sont chez eux avec leur propre matériel, non? Non, c'est pas spécialement ça. Non. Okay. Même quand ils sont chez eux, d'habitude, quand ils sont mis en télétravail, on leur fournit d'habitude. D'accord, c'est pour ça. Ok, voilà, j'ai compris. Ça a répondu à ma question. Et du coup, je voulais vous remercier. Et effectivement, moi, ça m'intéresserait beaucoup de suivre cette formation. Et là, pour l'instant, pour une histoire de timing, je commence déjà une formation le 2 novembre, donc je ne pourrais pas. Mais je ne sais pas si vous en proposerez d'autres, j'imagine oui. On reste en contact, il y aura d'autres opportunités. Mais en tout cas, c'est très intéressant, ça donne envie d'aller plus loin, évidemment. Oui. Merci beaucoup. Donc, merci. Oui. Moi, je voulais savoir, est-ce que ça peut être pris en charge par les OPCO ou pas du tout? Par les OPCO, oui. Oui. Pas pour le CPF pour l'instant, mais par les OPCO, oui. IFPL, tout ça, donc c'est pris en charge. Oui, sans problème. Okay. Et pour les accompagnements individuels? Merci pour la question. Oui, alors pour l'accompagnement individuel, vous me dites ce qui vous préoccupe et on trouve une formule parce que ça va être du cas par cas. D'accord. Il n'y a pas c'est-à-dire le prix de la séance, par exemple? Ça va dépendre vraiment de ce que vous avez besoin. Donc, je vous propose qu'on parle vraiment en particulier et de voir concrètement ce qui vous préoccupe et déjà de voir si je peux répondre à ce qui vous préoccupe. D'accord. Merci en tout cas, merci pour cette séance. Merci tout le monde. Avec grand plaisir et merci à tous d'être venus et d'avoir joué le jeu. Et si vous avez d'autres questions, je suis là. Et même si jamais je peux vous aider, même en dehors d'un échange transactionnel, si je peux vous être utile, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées. Si vous voulez me trouver, vous pouvez le faire. Par mail, par téléphone, par LinkedIn. Donc, je suis trouvable si vous voulez me trouver. Merci encore une fois et bonne soirée à tout le monde. Merci. Juste une petite remarque, si votre nom et prénom et nom ne sont pas suffisamment clairs dans votre avatar, mettez-moi un petit message pour que je puisse vous identifier et vous envoyer la présentation que j'ai utilisée, au cas où vous la désirez, bien sûr. Donc, je vais laisser la session ouverte encore un petit moment pour cela. Catalina, vous faites la même chose pour les autres formations en fait asynchrones du coup ou pas du tout? Ou c'est juste en face à face? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Là, vous aviez parlé de 2 styles de formation. Les formations qu'on prépare en amont, en fait, moi, ça m'intéresserait de travailler là-dessus. Et est-ce que vous le proposez ou pas du tout? Pas dans ce format gratuit. Pas dans ce format gratuit, mais oui, effectivement, il y a un sujet sur lequel je travaille aussi. D'accord. Moi, j'irai voir sur votre site alors, à ce moment-là. Ok, oui. Ça marche. Merci. Merci Au revoir. à vous.